Le jour d'Halloween 2002, dans la nuit, 3 personnes entrent discrètement dans un manoir de Sao Paulo, et comme vous vous en doutez, elles n'ont pas les meilleures intentions du monde envers ces riches propriétaires. C'est peu de le dire parce que ces derniers vont être littéralement massacrés pendant leur sommeil. Dans ce nouvel épisode de HVI, le mobile du crime c'est l'argent, et les coupables vont se montrer particulièrement sournois. Générique. Un grand merci au sponsor du jour, CyberGhost. Plus d'informations en fin de vidéo. Nous sommes au début de l'année 2002, et le moins qu'on puisse dire au sujet de la famille von Richthofen, c'est qu'ils sont à l'aise financièrement. Très à l'aise même. Mais leur argent, Manfred Albert von Richthofen et sa femme, Marisia, ne l'ont pas volé, bien au contraire, ils ont travaillé très dur pour avoir ce qu'ils ont. Manfred, qui est âgé de 49 ans, est directeur et ingénieur en chef chez Dersa, une société publique qui gère le réseau routier de Sao Paulo. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont calés en histoire, vous aurez remarqué qu'il porte le même nom qu'un héros de la Première Guerre mondiale, la légende de l'aviation surnommé le Baron Rouge. Et il s'avère que le Manfred de notre affaire est bien né en Allemagne et qu'il a affirmé être l'un de ses parents éloignés, mais la lignée allemande de la famille aristocratique, elle, a démenti l'information. Bref, voilà pour la petite parenthèse historique. Revenons-en à nos moutons. Comme je vous le disais, Manfred occupe un poste de haut rang et, professionnellement, sa femme Marisia, âgée de 50 ans, n'a rien à lui envier non plus, parce qu'elle travaille en tant que psychiatre au sein de son propre cabinet. Le couple a 2 enfants, une fille, Suzanne Louise, âgée de 18 ans, et un fils, Andreas, qui a lui 15 ans. Manfred et Marisia ne sont pas des parents qu'on peut qualifier de stricts, mais ils tiennent à ce que Suzanne et Andreas puissent bénéficier d'un bel avenir et qu'ils soient rigoureux dans leurs études. C'est pour cette raison qu'ils fréquentent les meilleures écoles de la ville, et à seulement 18 ans, leur fille aînée par exemple, étudie le droit et parle déjà 3 langues. La famille vit au Brésil, dans un manoir situé à Brooklyn Velho, dans un quartier résidentiel de Sao Paulo, et la valeur de leur patrimoine est estimée à 5,5 millions de réals, soit environ 1 million d'euros. Enfin, au minimum, parce que Manfred a apparemment un compte en Suisse qu'il a ouvert au nom de sa fille après sa majorité, et sur lequel il aurait dans les 10 millions supplémentaires. Bref, vous l'avez compris, Manfred et Marisia von Richthofen sont riches, mais finalement, ça ne leur épargne en rien les tracas du quotidien qui ont lieu dans beaucoup de familles. Il y en a souvent quand les enfants sont adolescents, et ici, c'est Suzanne qui fait des siennes. La source des conflits depuis un moment, c'est son petit ami, Daniel Cravignos, 21 ans, dont elle a fait la rencontre en août 1999 pendant une balade familiale au parc Ibirapuera. Petite parenthèse rapide, je sais que parmi vous, il y en a qui parlent portugais, moi non. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents sur ma prononciation pourrie. Merci. Ce jour d'été, Andreas, qui est un amateur d'aéromodélisme, engage la discussion avec Daniel après l'avoir vu faire voler ses modèles réduits d'avions, et les deux passionnés se revoient plusieurs fois par la suite. De fil en aiguille, le jeune homme apprend à connaître Suzanne, et avec elle aussi ça accroche, et d'une façon bien différente. L'attirance est réciproque, et ils se mettent rapidement ensemble. Le truc c'est que Daniel n'a pas grand-chose du genre idéal aux yeux de Manfred et Marisia. Il est issu d'une classe sociale inférieure, il a abandonné ses études, n'a pas d'emploi, et fume quotidiennement de la marijuana. Mais au début, quand Suzanne commence à se rapprocher de Daniel, ses parents ne savent évidemment pas tout sur lui, et ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Ils se disent que ce n'est qu'une passade et que ça ne va pas durer, mais ils se trompent. Leur relation devient de plus en plus sérieuse, et finalement, ils tombent tous les deux très amoureux l'un de l'autre. Suzanne passe tout son temps libre avec Daniel, fait sa première fois avec lui, et forcément, il l'initie aussi à la consommation de substances illicites. Elle commence à fumer de la marijuana et prend même de l'ecstasy à plusieurs reprises. Le couple a aussi pour habitude de traîner avec Christian, le frère de Daniel, de 5 ans son aîné, qui est également un amateur de drogue. Il a d'ailleurs déjà été hospitalisé à cause de sa dépendance à la cocaïne et a souvent des dettes auprès de trafiquants locaux. D'ailleurs, en parlant d'argent, contrairement à Suzanne, Daniel en a très peu. Du coup, c'est la bouche en cœur que cette dernière demande régulièrement des extras d'argent de poche à ses parents pour lui en prêter ou pour pouvoir lui faire des cadeaux. Manfred et Marisia, eux, voient tout ça d'un très mauvais œil, mais le tolèrent tant bien que mal pour le bonheur de leur fille. Seulement, quand fin 2001, ils découvrent que Daniel se drogue, là, le ton se durcit. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase,
Et finalement, la relation qui était déjà difficilement acceptée jusque-là ne l'est plus du tout. C'est vrai que depuis un moment, Manfred et Marisia ne reconnaissent plus leur fille, avec qui ils avaient de très bonnes relations avant qu'elle ne rencontre Daniel. Suzanne, qui était bien élevée et gentille, voire même un petit peu timide, se rebelle maintenant régulièrement et ses résultats scolaires sont en chute libre. Bref, ils ont peur que la mauvaise influence de Daniel ne finisse par impacter sérieusement la vie de leur fille et tentent donc de la convaincre de mettre un terme à sa relation avec lui. Mais c'est peine perdue, parce que les tourtereaux ne l'entendent bien évidemment pas de cette oreille. Daniel a dans sa chambre de gros panneaux remplis de dizaines de photos de Suzanne et lui. Il a même un coussin sur lequel son visage est imprimé. En gros, ils sont presque obsédés l'un par l'autre et la séparation n'est pas du tout à l'ordre du jour pour eux. Pendant un temps, pour atténuer la pression imposée par ses parents, Suzanne tente de leur cacher la plupart de ses rendez-vous avec Daniel. Et ça marche. Elle prétexte des sorties, des soirées pyjama chez ses copines qui la couvrent pour qu'elle aille le retrouver dans un motel du coin. Seulement, le stratagème ne tient que quelques mois et en avril 2002, Marisia découvre le poteau rose. La réaction des parents de Suzanne ne se fait pas attendre parce qu'elle n'a purement et simplement plus le droit de voir Daniel du tout à partir de ce moment. Forcément, les disputes familiales se font de plus en plus nombreuses. Plusieurs appels anonymes sont même passés au commissariat au sujet de conflits assez bruyants ayant éclaté entre Manfred et Daniel devant le domicile des von Richthofen au mois de mai et juin. Suzanne essayait de faire rentrer son petit ami chez elle, mais son père s'y opposait fermement. Après une énième dispute, elle finit par faire croire à ses parents qu'elle a rompu avec son petit ami, alors qu'en fait, elle continue encore et toujours de le voir en cachette. Et c'est peu après que le point de rupture va être atteint définitivement. En juillet 2002, Manfred et Marisia von Richthofen décident de s'octroyer un mois de vacances à l'étranger. Suzanne ne veut pas les accompagner, mais vu qu'elle va avoir 19 ans dans quelques mois, ses parents acceptent de la laisser garder la maison. La première chose qu'elle fait une fois qu'ils sont partis, c'est évidemment d'appeler Daniel pour lui dire que le champ est libre. Il n'a plus le droit d'entrer chez Suzanne depuis un bon moment, alors forcément, c'est jour de fête pour le coup. Et c'est peu de le dire parce que Daniel va carrément s'installer au manoir pendant toute la durée des vacances de Manfred et Marisia. Forcément, quand ils reviennent et que le jeune homme doit lever le camp, Suzanne est loin d'être ravie. Mais peu importe, ses parents sont riches et la solution lui apparaît être simple finalement. Ils n'ont qu'à lui acheter un appartement pour qu'elle y emménage avec Daniel. Voyons. Manfred n'est pas emballé par l'idée, pas du tout même, au point que ça déclenche un nouveau conflit, pour le moins assez intense. Il dit à sa fille qu'elle habitera avec qui elle voudra, quand elle aura son diplôme, un emploi et qu'elle gagnera son propre argent. En attendant, c'est lui qui décide et c'est hors de question. Mais ça va un tout petit peu plus loin qu'un simple refus parce qu'à cause de cette demande, Manfred a compris que sa fille lui avait menti et qu'en vérité, elle est toujours avec Daniel. Les choses s'enveniment au point qu'en septembre 2002, la police doit intervenir pour séparer le père et le petit ami de Suzanne qui se menacent et sont sur le point de se battre. Bref, les esprits sont fortement échauffés et la situation ulcère les parents comme le couple. Suzanne et Daniel ne supportent plus Manfred et Marisia. Ils ne rêvent que d'une chose, pouvoir enfin s'installer ensemble et ne plus les avoir sur le dos, mais sans argent de leur part, c'est impossible. Heureusement, il y a une autre option qui peut leur permettre d'obtenir ce qu'on ne veut pas leur donner. Alors vous allez sûrement me dire, Suzanne va finir ses études, Daniel va trouver un emploi, ils vont attendre et mettre de côté. C'est de ça dont tu parlais, Rafu, pas vrai? Ça aurait effectivement été le plus simple, mais si c'est ce qu'ils avaient fait, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Non, le couple commence purement et simplement à envisager d'éliminer Manfred et Marisia de l'équation pour s'octroyer l'argent dont ils ont besoin pour commencer leur vie à deux. Dans les semaines qui suivent, Suzanne et Daniel, avec l'appui de son frère Christian, vont donc planifier le meurtre méticuleusement. Et quand je dis méticuleusement, je n'exagère pas parce que quelques jours avant les faits, ils testent une arme à feu avant de juger que non, ça sera trop bruyant. Et au passage, Suzanne désactive l'alarme et les caméras de surveillance du manoir, histoire que le trio n'éveille pas les soupçons. Pour mettre leur plan à exécution, ils choisissent une date qui ne manque pas de symbolique, le 31 octobre 2002, le jour d'Halloween. Mais c'est la veille que les choses commencent à se mettre doucement en place. Il faut éloigner Andreas de la maison en fin de soirée parce que Suzanne, qui est très proche de son frère,
ne souhaite pas qu'il soit présent au moment des meurtres. Elle parvient alors à convaincre ses parents de la laisser le conduire au cybercafé, où il doit passer une partie de la nuit. C'est accompagné de Daniel qu'elle se rend en ville, où le couple dépose Andreas et en profite pour récupérer Christian, avant de retourner avec lui chez les von Richthofen. Ils arrivent à destination vers minuit, égarent la voiture dans le garage, afin de pouvoir en sortir discrètement. Tout semble extrêmement bien calculé. Daniel et Christian se changent et enfilent des sweats ainsi que des gants chirurgicaux, mais ils placent aussi des collants sur leur tête pour éviter de perdre des cheveux dans la maison. Ils s'équipent ensuite de barres de fer et Suzanne les fait entrer avant de leur montrer où se trouve la chambre de ses parents qui sont profondément endormis dans leur lit. Les deux frères y entrent sans faire de bruit. Daniel se place du côté de Manfred et Christian du côté de Marisia et un premier coup très violent s'abat sur leur tête. Le père de Suzanne décède immédiatement, mais sa mère, elle, se réveille et tente de se défendre. Christian lui fracture 3 doigts et la frappe 5 fois supplémentaires, alors que Marisia le supplie de ne pas faire de mal à ses enfants, qu'elle pense encore dans leur chambre. Pour la faire taire, il place une serviette dans sa bouche et finit par l'enfoncer plus profondément encore parce que, dans son agonie, elle produit un son similaire à un ronflement qui dérange beaucoup son agresseur. Cet énième geste brutal casse une vertèbre du cou de Marisia, qui pousse finalement son dernier soupir. Après avoir obtenu confirmation que leurs 2 victimes sont bien mortes, Daniel et Christian placent un pistolet, trouvé dans un coffre du manoir, à côté de Manfred. Enfin, il couvre son visage avec une serviette, avant de placer un sac plastique sur celui de sa femme. L'étape suivante dans le plan du trio, c'est de maquiller la scène de crime pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné. Il nettoie les barres de fer utilisées dans la piscine, se change et retourne à la maison pour que les enquêteurs pensent qu'elle a été fouillée à la recherche d'objets de valeur. Le trio fait ensuite main basse sur des bijoux qui traînent et éventre une mallette où se trouve l'équivalent de plus de 10 000 € qu'il dérobe pour dédommager Christian. Bah oui, il a quand même fait la moitié du boulot, hein. Tout travail mérite salaire, il paraît. Le coffre où se trouvait le pistolet laissé à côté de Manfred est également vidé avant que tout le monde ne quitte finalement le manoir. Suzanne et Daniel déposent Christian chez lui, puis se rendent au Colonial Motel, dans lequel il reste environ 1h30. Et on sent qu'ils ont vraiment réfléchi à la façon dont ils vont se forger un alibi, parce qu'ils pensent à demander une facture pour la chambre, ce qui est assez inhabituel dans ce genre d'établissement. Après avoir quitté le motel le 31 octobre 2002 vers 3h du matin, ils se rendent au cybercafé pour récupérer Andreas, puis font une brève halte chez Daniel. C'est aux alentours de 4h que Suzanne et son frère retournent seuls chez eux, et c'est là que doit s'amorcer la 3e partie du plan macabre, la simulation de la découverte de la scène de crime. La jeune femme pousse les portes du manoir et s'étonne de constater qu'elles sont ouvertes. En entrant, les enfants voient le bazar laissé dans les pièces du rez-de-chaussée et Andreas appelle leurs parents qui, évidemment, ne répondent pas, alors qu'ils sont pourtant censés être là. Suzanne se précipite à la cuisine pour saisir un couteau qu'elle lui tend en lui disant que c'est pour qu'il puisse se protéger d'un éventuel cambrioleur encore présent. Afin d'éviter qu'il ne se rende à l'étage, elle lui intime l'ordre de retourner attendre dehors, puis téléphone à Daniel en feignant la panique. Suzanne et Andreas passent ensuite plusieurs coups de fil à leurs parents, qui restent bien évidemment sans réponse. À 4h09, la police est contactée par Daniel qui leur demande de venir parce qu'il pense qu'un cambriolage a eu lieu chez sa petite amie. Très rapidement après leur arrivée sur place, de grossiers détails sautent aux yeux des forces de l'ordre. Les prétendus voleurs ont laissé derrière eux pas mal de bijoux, mais aussi des téléphones et des ordinateurs. Certaines pièces où se trouvent pourtant des objets de valeur sont parfaitement en ordre. Il semble qu'elles n'aient même pas été fouillées du tout. Toutes les voitures sont encore dans le garage, il n'y a aucun signe d'effraction et le système de sécurité du manoir a été désactivé. En fait, l'ensemble a l'air d'une mise en scène créée par des amateurs. Mais ce qui interpelle encore plus la police, c'est le comportement de Suzanne, qui devrait normalement être au plus mal. Rappelons qu'à l'instant T, la police vient d'arriver sur les lieux, la maison est en désordre et que Manfred et Marisia, qui auraient dû s'y trouver, sont totalement injoignables. Malgré tout ça, Suzanne est plutôt calme et interroge les officiers sur les procédures qu'ils vont suivre. Elle se montre même étrangement impassible quand le sort de ses parents est abordé. Un policier, qui pense qu'elle doit être inquiète, tente de la rassurer en lui disant qu'ils vont probablement bien, et c'est le seul moment où elle semble être choquée.
Suzanne est comme surprise par ce qu'elle vient d'entendre, comme si elle avait déjà la conviction que ça n'était pas possible. Et l'attitude de Daniel n'est pas des plus logiques non plus, parce qu'il se renseigne sur ce qui a été volé dans le manoir, en précisant à la police que la famille garde pas mal d'argent liquide dans une petite boîte. Et oui, souvenez-vous, après le crime, le trio avait forcé une mallette pour s'emparer des liasses qui se trouvaient à l'intérieur. Le truc, c'est que Daniel ne devrait normalement pas être au courant de ça. Et il va aller encore plus loin dans sa gaffe, parce qu'il révèle le montant exact qui aurait dû être dedans. Malin, le gars. Finalement, la police se rend à l'étage et découvre les corps des époux von Richthofen, ainsi que l'arme posée à côté de Manfred. Un nouvel élément étonnant, parce qu'un cambrioleur aurait sûrement pu tirer un bon prix du pistolet au marché noir. C'est donc curieux qu'il ait été laissé là. De même, un autre détail encore attire l'attention des forces de l'ordre. Les visages des victimes sont recouverts, comme si l'agresseur avait cherché à les cacher pour ne plus les voir, ce qui semble indiquer qu'il les connaissait peut-être. Peu après, le décès de leurs parents est annoncé à Suzanne et Andreas, et si ce dernier est en état de choc, sa sœur, encore une fois, n'affiche que peu d'émotion. Aux alentours de 6 heures du matin, Daniel et les enfants von Richthofen sont conduits au commissariat pour y être entendus. Dans cette attente, Suzanne ne se gêne pas pour échanger quelques caresses et des baisers avec son petit ami dans le couloir. Au chef de la police, elle dit qu'elle aimerait que ceux qui ont tué ses parents soient torturés puis tués, eux aussi. Ceci dit, à ce stade, malgré un comportement très suspect de la part de Suzanne et de Daniel, les investigations qui commencent à peine ne les désignent pas d'office comme coupables. Dans le viseur de la police, il y a également les employés de maison des von Richthofen, des collègues de Manfred, mais aussi les patients de Marisia, qui, rappelez-vous, étaient psychiatres. Heureusement, vous allez voir qu'encore une fois, les meurtriers dans cette affaire ne vont pas briller par leur finesse. Dans les jours qui suivent les faits, la police garde le couple à l'œil tout en poursuivant les investigations. Et ce dont ils font la constatation est quand même assez révélateur. Un jour seulement après la mort de ses parents, Suzanne est vue en train de nager tranquillement dans sa piscine en compagnie de Daniel. Et c'est moins d'une semaine après, alors que les funérailles de Manfred et Marisia approchent, qu'elle commence à se renseigner dans le but de vendre la maison familiale. Les enquêteurs découvrent d'ailleurs dans la foulée que le couple a pour projet de lancer une affaire avec l'argent que doit toucher Suzanne en héritage. À le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne perdent pas le nord. Cerise sur le pompon du gâteau, le jour de l'enterrement de ses parents, l'aîné de la famille apparaît éploré aux yeux de tous, avant de donner quelques heures après une fête d'anniversaire chez elle pour ses 19 ans. Une fête durant laquelle elle n'a pas l'air très malheureuse, au contraire. En parallèle, la police s'intéresse aussi de plus près à Christian, qui n'a attendu que 10 heures après les faits pour s'acheter une belle moto flambant neuve qu'il n'a même pas pris la peine de cacher. Un achat qui ne correspond pas du tout à ce qu'il peut se permettre habituellement, surtout étant donné qu'il a payé l'intégralité du prix, soit 3 600 $, en petites coupures. Le 7 novembre 2002, Christian est invité par la police à se rendre au poste pour, soi-disant, identifier un suspect, et finalement les enquêteurs l'interrogent au sujet de sa nouvelle moto. Son interrogatoire dure 6 heures, et il se contredit tellement qu'il finit par ne plus savoir ce qu'il a dit à la base. Il donne pas moins de 3 versions différentes avant d'admettre que, oui, il a bien acheté la moto lui-même, avec de l'argent liquide qui lui appartenait. Avec ces informations, la police espère arriver à faire parler Suzanne, et dans ce but, se rend chez les von Richthofen. Dans un premier temps, elle nie fermement être impliquée, mais rapidement, avec la pression, elle passe à table. Elle est placée en garde à vue, ce qui entraîne également l'arrestation de Daniel, et les 3 jeunes sont inculpés pour les meurtres de Manfred et Marisia von Richthofen. Ceci dit, la loi brésilienne prévoit que quand une personne n'est pas prise sur le fait, elle puisse être libérée et maintenue en résidence surveillée dans l'attente de son procès. Suzanne est donc brièvement relâchée avant d'être incarcérée le 20 novembre 2022 au pénitencier féminin de 40 rue. Daniel et Christian sont eux emprisonnés dans 2 sections différentes du pénitencier Chacarabellem. Sans grande surprise, la romance du couple de meurtriers, celle-là même qui les a conduits à commettre l'irréparable, ne survit pas à leur séjour derrière les barreaux et ils se séparent. En juin 2005, soit près de 3 ans après les faits, Suzanne, qui est toujours incarcérée en attente de son procès, se voit accorder un habeas corpus, ce qui entraîne sa libération. Alors, je vous explique rapidement pour ceux qui ignorent ce que c'est. Un habeas corpus, c'est un concept légal qui a pour but d'aider à la protection de la liberté des individus.
En gros, c'est ce qui permet à quelqu'un qui s'estime détenu illégalement de demander l'examen de sa situation par un tribunal. Et ici, il a été établi que depuis le début de l'affaire, Suzanne avait été coopérative et avait fait preuve de bon comportement. Du coup, rien ne s'opposait à ce qu'elle soit remise en liberté en attente de son procès. Début novembre, c'est au tour de Daniel et Christian d'être notifiés de la même décision positive par la 6e chambre de la Cour suprême et d'être relâchés. Les frères font profil bas par la suite, mais Suzanne, elle, donne une interview à un magazine en avril 2006. Sauf qu'avant que l'interview ne démarre, les micros des journalistes enregistrent déjà, sans que personne ne soit au courant, et captent des propos assez dérangeants. Suzanne et son avocat discutent, ignorant que le son est capturé, et on entend ce dernier lui conseiller clairement de pleurer. Fala, dá beijo. Olha. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode? Ce que sa cliente fait d'ailleurs à de nombreuses reprises par la suite, en disant que Daniel a détruit sa famille et lui a tout pris. Le 12 avril, peu après la diffusion de l'interview, Suzanne est à nouveau emprisonnée et le 17 juillet 2006, les procès des 3 accusés s'ouvrent enfin. Ils font face à la justice pour les meurtres avec préméditation de Manfred et Marisia von Richthofen, survenus le 31 octobre 2002. Suzanne affirme qu'elle a été manipulée par Daniel, dont elle était très amoureuse, et qu'elle ne savait rien du fait que Christian et lui projetaient de tuer ses parents pour les voler. Elle dit que le soir des meurtres, elle avait fumé beaucoup de marijuana et innocemment laissé rentrer les 2 frères chez elle avant de s'absenter. Elle ne s'est aperçue que plus tard, quand elle est rentrée avec Andreas, de ce qu'ils avaient fait. Suzanne ajoute d'ailleurs qu'elle était vue comme la poule aux odeurs de la famille Kravinios, au sein du club d'aéromodélisme que fréquentait Daniel. Son ex-petit ami, lui, témoigne devant la cour d'une toute autre histoire. Daniel décrit Suzanne comme étant le cerveau du crime, puis révèle qu'il pense qu'elle s'est simplement servie de lui pour mettre son plan à exécution et pour pouvoir faire main basse sur son héritage avant l'heure. Selon lui, tout le monde savait qu'elle détestait ses parents et il apparaît même qu'elle subissait des violences de leur part. D'ailleurs, Suzanne aurait menti aussi sur le fait que Daniel était sa première fois et il lui semble maintenant assez évident qu'elle n'était peut-être pas si folle de lui qu'elle le prétend. Enfin, Christian essaye de blâmer son frère pour les meurtres en disant que lui seul a porté les coups sur les victimes une fois dans la chambre. Il prétend qu'il a même tenté de dissuader Suzanne et Daniel de passer à l'acte avant la soirée fatidique, mais qu'il tenait absolument à mener leur plan à bien. Sa version sera mise à mal par les rapports de la scène de crime qui prouvent qu'il y avait bien 2 agresseurs et non un seul. Le petit frère de Suzanne, Andreas, est lui aussi entendu et il dément les accusations de violence qui ont été portées contre ses parents. Cette affirmation est confirmée par sa sœur, qui révèle que Manfred et Marisia ne l'ont jamais maltraité de quelque façon que ce soit. Durant le procès, Daniel et Christian fondent plusieurs fois en larmes, visiblement émus par les témoignages et les photos de la scène de crime. Suzanne, elle, ne montre aucune émotion. Le 22 juillet 2002, Suzanne von Richthofen et Daniel Kravinios sont reconnus coupables des meurtres avec préméditation de Manfred et Marisia von Richthofen. Ils écopent d'une peine d'emprisonnement de 39 ans et demi. Christian Kravinios, de son côté, est reconnu coupable de complicité de meurtre, puis condamné à 38 ans et demi de prison. Ceci dit, malgré l'annonce de ces sentences, la loi brésilienne limite la détention à un maximum de 30 ans. Daniel est donc relâché sous probation en janvier 2018 après avoir purgé moins de 16 ans de prison. Son frère Christian avait lui été relâché en août 2017, mais après un peu plus de 7 mois de liberté, il est accusé d'avoir agressé son ex-petit ami, puis d'avoir tenté de soudoyer la police pour qu'il détourne les yeux. C'était peine perdue parce qu'il retourne en prison en avril 2018. Suzanne n'a obtenu sa libération conditionnelle que récemment, le 11 janvier 2023, et il semblerait qu'elle ait repris ses études. Concernant l'héritage, une question qui a fait l'objet d'une bataille juridique féroce entre les enfants von Richthofen, le tribunal a jugé que, compte tenu des circonstances, il était normal que seul Andreas en soit bénéficiaire. Au final, Suzanne, qui a tué ses parents en grande partie pour s'approprier leur argent, ne touchera pas un sou de ce qui aurait normalement dû lui revenir. Elle n'a plus vu son frère depuis 2006 et il semblerait que, malheureusement, malgré sa richesse et des études supérieures brillamment menées à leur terme, Andreas ait été brisé par le drame familial qu'il a vécu en 2002. En 2017, il est arrêté par la police pour des faits de cambriolage, visiblement sous l'emprise de produits stupéfiants, et il est admis peu après
dans une clinique pour soigner sa dépendance à la drogue, mais aussi à l'alcool. Toute cette histoire est bien triste et elle a longtemps fait débat, au Brésil comme ailleurs. Au départ, beaucoup pensaient que Suzanne avait agi sous la coupe de Daniel, un jeune peu fréquentable et sans ambition qu'il aurait utilisé dans le but de s'approprier indirectement son héritage. Cela dit, les évidentes absences de remords et d'émotion, ainsi que le côté manipulateur de son ex-petite amie, semblent indiquer qu'elle n'est peut-être pas si innocente que ce qu'elle essaye de faire croire. Et vous, qu'en pensez-vous? Première, seconde théorie, ou un petit mélange des deux? Si la vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines affaires. Le sponsor d'aujourd'hui donc, c'est CyberGhost qui va m'accompagner tout cet été. Et ça m'arrange plutôt bien parce que cet été, je vais en France. Et vous n'êtes peut-être pas sans l'ignorer, il vaut bien souvent mieux passer par un VPN quand on achète des billets d'avion. Ça permet très souvent de payer moins cher. Par exemple, si j'achète un billet depuis la Thaïlande vers la France, tout en étant situé en Thaïlande, pour les compagnies aériennes, je suis un touriste. Alors que si j'active CyberGhost et que je redirige mon activité vers un de leurs serveurs français, eh bien, du coup, je deviens un Français qui rentre juste à la maison. Donc je paye moins cher. Mais bon, c'est pas tout. CyberGhost me permettra aussi de protéger mon activité en ligne quand je me connecterai depuis l'aéroport ou depuis n'importe quel autre réseau Wi-Fi public. Et surtout, avec mon épouse, on pourra continuer de consommer le contenu qu'on veut sur les plateformes de streaming. Moi, je continuerai de regarder du true crime sur le Netflix US et mon épouse pourra regarder ses séries thaïlandaises préférées depuis la France. Pour les fans de Formule 1, vous pouvez changer votre localisation en Belgique. Comme ça, vous pouvez regarder la saison en français et gratuitement sur la chaîne RTBF. Au niveau des garanties, je ne vous les présente plus. CyberGhost est un des leaders mondiaux de son secteur avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est noté 5 étoiles sur Trustpilot par 17 000 utilisateurs. Et il est recommandé par les plus grands sites. Utilisez mon lien en description pour bénéficier d'une remise exceptionnelle de 83%, soit seulement 2,03 € par mois et 4 mois offerts. Merci CyberGhost de sécuriser mes vacances et bonnes vacances à tous. On se retrouve quand même lundi prochain pour une nouvelle affaire. Et en attendant, n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme et il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!